première difficulté d'un film sur le Chili, c'est de faire tenir le Chili dans le film. Il faut aller chercher sur la côte ouest de l'Amérique du Sud ce pays qui commence et finit par des déserts, s'adosse à la cordillère des Andes, s'étend sur une longueur égale à la distance Maroc-Islande sans jamais dépasser en largeur la distance Paris-Strasbourg et rassemble moins d'habitants que le Portugal sur un territoire cette fois plus grand. Frange de terre géographiquement folle, dit Régis Debray, mais historiquement raisonnable. L'histoire du Chili commence, comme celle de tout le continent, par la conquête espagnole. Les Indiens, premiers colonisés du monde moderne, paient du même esclavage le privilège de posséder sur leurs terres des mines d'or. Avec une exception cependant, au sud, les Indiens Mapuches constituent un îlot de résistance inégalé. Ils stoppent les conquérants. Ils défendront leurs terres pendant 3 siècles. À l'Empire espagnol succède, comme ailleurs, une indépendance ambiguë, soutenue par d'autres puissances européennes qui convoitent l'héritage. Commence alors la valse des impérialismes. Anglais d'abord, allemands ensuite, remplacés enfin par celui qui les remplace tous en Amérique latine, l'impérialisme des États-Unis. Mais à travers ce schéma classique, le Chili dessine des traits originaux. La mainmise étrangère sur les ressources nationales, comme le cuivre et le salpêtre, provoque de plus rapides contre-coups. Prolétarisation d'une part, réaction nationaliste de l'autre. Une bourgeoisie libérale conquérante, un puissant mouvement ouvrier se développent ensemble et atteignent un niveau de conscience et d'organisation inconnu ailleurs. On voit ainsi coexister une démocratie formelle teintée de l'égalisme anglo-saxon et une montée des luttes populaires sur des positions de classe. Contrairement à une légende, cette double précocité n'empêche ni les chocs, ni les reflux, ni les répressions. Mais au cours d'une histoire aussi violente que celle de ses voisins, le Chili connaîtra de brusques avancées politiques. Un front populaire en 1938 et même en 1932 une république socialiste qui durera 13 jours. Le Parti communiste est fondé en 1922 par Recabarren. Il connaîtra la répression et la clandestinité et n'en deviendra pas moins le parti le plus puissant de l'opposition. En 1933 se constitue un parti socialiste d'un type peu courant, résolument marxiste, résolument étranger à la social-démocratie européenne, mais refusant un certain modèle d'obédience internationale. Parmi ses fondateurs, un médecin devenu député puis sénateur, Salvador Allende Gossen. La solidité de la démocratie bourgeoise ne met pas le Chili à l'abri des vagues qui secouent l'Amérique latine après la Deuxième Guerre mondiale, que ce soit le populisme en Argentine ou en Bolivie, ou les luttes révolutionnaires dont Cuba sera le symbole. À la droite traditionnelle et autoritaire incarnée par le président Alessandri, succédera le réformisme de la démocratie chrétienne dirigé par Eduardo Frei. Mais là comme ailleurs, le réformisme ne triomphera pas de sa contradiction fondamentale. Il y a des portes qu'on n'en trouve pas. Une réforme agraire limitée, des nationalisations limitées peuvent se convertir en leur contraire. Chuquicamata, la plus grande mine de cuivre à ciel ouvert du monde, devient ainsi le symbole de la mise à sac du Chili, dont la première ressource nationale, le cuivre, rapportera en 6 ans de pseudo-réformes 600 millions de dollars à des compagnies nord-américaines qui investissent pendant ce temps-là en Australie. C'est avec ce bilan que la démocratie chrétienne se présente aux élections présidentielles de 1970. Et pour la première fois, en face de problèmes qui la dépassent, la bourgeoisie va au combat en ordre dispersé. La droite conservatrice se rassemble autour d'Alessandri, partisan d'un retour aux méthodes autoritaires. La démocratie chrétienne, consciente d'une poussée populaire plus exigeante, s'engage plus loin dans le réformisme. La gauche se regroupe dans l'unité populaire qui comprend socialistes, communistes, radicaux, sociaux-démocrates, ainsi qu'une fraction de gauche détachée de la démocratie chrétienne. À l'extérieur de l'unité populaire, mais la soutenant, le MIR, mouvement d'avant-garde, partisan de l'action directe dans la perspective d'une guerre révolutionnaire prolongée et irrégulière. Reste à choisir un candidat. Le Parti communiste propose le poète Pablo Neruda. Le Parti socialiste, Salvador Allende. En retirant sa candidature,
Neruda permet à Allende de faire l'unanimité sur son nom. Tandis que les grosses compagnies nord-américaines essaient toutes les formes de pression pour stopper Allende, l'extrême droite commence à s'affoler. C'est la gauche unie qui l'emporte de très peu. 36% des voix pour Allende, 35% pour Alessandri, 28% pour les démocrates chrétiens. La majorité absolue n'étant pas atteinte, le Congrès dispose de 50 jours pour ratifier ou invalider l'élection. Et le film que vous allez voir commence dans la matinée du 5 septembre, à quelques heures de la victoire de Salvador Allende, le médecin socialiste qui garde sur son bureau un exemplaire des œuvres du Che Guevara, avec cette dédicace à Salvador Allende, qui essaie d'obtenir la même chose avec d'autres moyens, Che. L'École des arts de la communication présente. La première année. Un film chilien de Patricio Guzmán. Principaux collaborateurs, Orlando Lubert, Gaston Ancelovici, Paloma de Guzmán, Marilou Mallet. Coordination, Maria Teresa Guzmán. Directeur de production et son direct, Felipe Orrego. Ingénieur du son, Eugenia Maria Rodríguez Peña. Montage, Carlos Piaggio. Caméra, Tonio Rios. Version française et préface, Sloan 1972. Voix de la version française, François Perrier. Delphine Seyrig. Youssef Tatem. Françoise Arnoul. Georges Rouquier. Valérie Mailloux. Paul Seb. Anatole Dauman. Georges Kiechman. Léon Matalas. Bernard Paul. Alain Corneau. Isidro Romero. Édouard Lutz. Florence Delay. Photo de la préface, Raymond Depardon Gama, Chris Marker et Snark International. Coordination de la version française, Alice Mailloux. Le réveil de la bourgeoisie est dur. Elle se croyait assez forte pour vaincre, même diviser. Pour une classe qui se croit dirigeante de droit divin, c'est le vertige. Elle l'écrit elle-même avec ce qui lui tient lieu de journal intime, les cours de la bourse. Vente aux enchères, liquidation, achat de devises, retrait massif dans les banques, exil par avion, c'est tout à la fois la panique et le début du sabotage économique. La gauche n'est pas encore au pouvoir, que la droite applique déjà cette stratégie digne de Machiavel et de Gribouille, provoquer la catastrophe pour se justifier de l'avoir annoncée. Sácale mi gallinio, que huele mi bebé. Olvídate malvadas, olvídate de luego, olvídate de pitos, que yo te olvidé.
Le 22 octobre, l'extrême droite tente une action désespérée, enlever le général en chef de l'armée, René Schneider, pour en accuser la gauche. Mais le général se défend et les kidnappeurs ratés deviennent de vrais assassins. 2 jours plus tard, le Congrès vote un bulletin secret. Señor Allende, señor Allende, señor Allende, señor Allende, señor Allende. Resultado de la votación. Résultat, Por el senador Salvador Allende, 153 votos. Allende 153 voix, Alessandri 35. Con motivo de la votación producida, el Congreso Pleno proclama presidente de la República al ciudadano Salvador Allende Goza. Se levanta la sesión. Si nuestra tierra nos pide, tenemos que ser nosotros los que levantemos Chile, así es que a poner el hombro, vamos a llevar las riendas de todos nuestros asuntos y que de una vez se entiendan, hombre y mujer todos juntos, porque esta vez no se trata de cambiar un presidente, será el pueblo quien construya un Chile bien diferente. Le 1er novembre, le gouvernement populaire tient son premier conseil de cabinet. 3 jours plus tard, les relations diplomatiques sont rétablies entre le Chili et Cuba. Pour fêter la victoire, les Mapuches des territoires du Sud effectuent des occupations de terre. Les propriétaires terriens, appuyés par la Cour suprême, exigent du gouvernement populaire des mesures de répression. Mais tandis que l'aile paysanne du MIR soutient les Mapuches sur le terrain, le gouvernement établit les règles d'une nouvelle réforme agraire. Le 30 décembre, 60 grands domaines sont expropriés. C'est l'assaut contre la plus affreuse des survivances du passé. Le latifondium, la grande propriété terrienne de type féodal. Les Mapuches vivent dans des réductions, qui sont par définition les plus mauvaises terres. Ils y sont à l'étroit, et ceux qui vont chercher du travail en ville deviennent un sous-prolétariat comparable aux travailleurs immigrés. Il n'y a pas si longtemps, on les massacrait, par jeu, comme au Brésil. Leur idée est maintenant de reprendre les terres qu'on leur a volées. Leur technique est de planter des pieux sur l'emplacement de leur nouvelle clôture et de les défendre. Porque son tontos indios también. Y no está con país tamo. Si tiene maulinha la hincha un mulher ma pumuta tiricufan. Tona ligne ma po. Madera ni se está pudriendo la madera ahí. Il y a ici du bois qui pourrit, et jamais celui pour qui nous travaillons ne nous a donné une bûche. Certains travaillent pour lui depuis 15 ans, d'autres 20, d'autres 8, d'autres 13. Le patron s'est enrichi de notre travail, et jamais un morceau de bois, jamais une graine, rien. C'est ça que je veux dire. C'est ça que je veux expliquer. Cette terre de la réduction, dont Lorenzo nous l'a usurpée. Nous sommes venus ici pour produire, parce que le domaine est complètement abandonné. Tout ce qu'il y a dessus, c'est 100 kilos de blé à semer, et voilà tout. Pas de patates, pas d'avoine, même pas de clôture. Et la scierie aussi est abandonnée, là, dans la boue. Ça fait 4 ans que c'est comme ça. Il dit, j'ai acheté l'autorité. Et nous, nous disons, nous voulons du travail. Et lui, il dit, il n'y a pas de travail. Et alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous sommes bouclés ici comme des cochons dans une porcherie. Quand un péon va d'ici à là-bas et que le patron est à cheval, vous savez ce qu'il fait? Il nous fonce dessus à cheval, comme si on était des petits chiens. Ce que nous voulons, c'est agrandir nos terres. C'est une honte d'être obligé d'aller travailler en Argentine et d'enrichir notre pays quand ici il y a du travail. C'est pour ça que nous occupons cette terre. Et je crois qu'on ne fait rien de mal. On agrandit la réduction.
Et ce que les Indiens vont produire ici, c'est tout le pays qui en profitera. Nous sommes entassés sur 421 hectares. Et il y a plus de 400 enfants sur la réduction. Si on les divise, ça fait à peine 3/4 d'hectare par personne. Alors la première chose qu'ils disent, c'est qu'on est des communistes, des révolutionnaires. Mais si nous attendons des lois, et ça fait des années et des années que nous les attendons, ces lois, et les parlementaires qui font les lois, ils ne sont jamais venus jusqu'ici voir la situation des Mapuches. Ah, pour nous demander de voter pour eux, ça oui. Ils viennent quelquefois. Ils viennent même nous offrir de la viande. Et ensuite, quand ils sont élus députés ou sénateurs, ils ne se souviennent même plus de nous. Nous n'avons même pas un représentant de notre peuple au Congrès. Et pourtant, l'histoire du Chili dit que c'est nous les vrais Chiliens. Alors elle ment, cette histoire du Chili. Qui est-ce qui l'a fait, l'histoire du Chili? Si nous sommes les véritables Chiliens, les premiers Chiliens d'avant la conquête, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui nous sommes les plus exploités? Les propriétaires n'ont jamais rien acheté à personne. Et nous, il faudrait qu'on leur achète la terre qu'ils n'ont pas achetée? Il faudrait qu'on les paye? Quand eux, ils n'ont jamais rien payé? Attends, ils ont peur qu'on leur fasse ce qu'ils ont fait d'un bout à l'autre du pays. Ils arrivaient quelque part, ils disaient, tout ça c'est à moi. Et voilà. Comme les caciques étaient très respectés, ils s'arrangeaient pour prendre un cacique et lui dire, cet hectare-là, il sera pour vous. Le cacique n'en pensait pas moins, mais qu'est-ce qu'il pouvait faire? Il partageait le terrain entre tous les gens de la réduction. La seule arme des Mapuches, c'est les bâtons, les coligues. Nous avons seulement des bâtons et nous demandons seulement la justice. Établi par le ministère de la Terre et de la Colonisation. On appelle ça des réductions, reduction ou reducto. Et c'est bien vrai qu'un indigène, on la lui a réduite, sa propriété. Les colons, eux, recevaient un traitement différent du Mapuche. Se habla de que a los colonos se les daba un trato diferente al que tenía el mapuche de ese entonces. Mire, de parte del mapuche siempre ha habido... Le Mapuche a toujours éprouvé de la méfiance pour l'élément étranger à sa communauté. Et d'abord le blanc, le Winca, comme il l'appelait. Parce que l'histoire nous a démontré par les faits que petit à petit, on dépouillait le Mapuche de tout ce qu'il possédait. Alors il se méfie de tout le monde, y compris les fonctionnaires de l'État. Parce que souvent, il a dû subir des tracasseries excessives. L'Indien, quand il fait confiance, il s'engage totalement. Et quand on l'a trahi, c'est très difficile de retrouver sa confiance. Desconfían principalmente porque desde la llegada de los españoles, los indígenas fueron atropellados en sus tierras. Ils ont des raisons de se méfier. On les a toujours écrasés sur leur terre. Le Mapuche, il croyait que c'était la divine providence qui l'avait mis sur cette terre. Et quand les Espagnols sont arrivés, ils ne le considéraient pas comme un chrétien, même pas comme un être humain, mais comme un haïku fait. Ça veut dire un diable. Ce que nous sommes, monsieur, nous sommes des humiliés. Nous sommes pauvres. Nous n'avons pas eu d'éducation. Nos parents avaient juste de quoi nous faire durer un jour de plus tous les jours.
Et dès que nous avons su attacher nos pantalons, nous étions derrière la charrue, et pas d'argent pour payer. Et nous restons là comme des moutons. Nous sommes des moutons. Si nos parents avaient eu de quoi nous nourrir, de quoi nous donner une éducation, nous serions des hommes. Moi, je vais mourir. Et je serai un vieux qui meurt en conduisant un bœuf. Aujourd'hui, c'est autre chose, ce président, pour les enfants à l'école. Et même les petits, tout petits, il leur donne à manger à midi. Autrefois, les innocents, ils arrivaient tout pâles de faim. Et il n'y avait rien à leur donner, pas une chose à manger. On leur donnait un bout de pain, ils le mangeaient là tout de suite, et une minute après, c'était fini. Il n'y avait plus rien à manger pour la journée. Et ce monsieur président, grâce à lui, ils ont le ventre plein, les cabris. La mère leur dit, viens manger, et les cabris répondent, j'ai pas faim. Ils ont le ventre plein, et c'est à l'école qu'on leur a rempli. Ça, c'est une boîte à musique rapportée d'Europe par la famille Cousignot au siècle dernier. Elle joue des airs de Haydn, de Mozart et de Rossini. Carlos Cousignot, le magnat du charbon, dînait tous les soirs dans cette vaisselle anglaise en argent. Cette chose arrogante à l'entrée de la mine, c'est le grand patron, Federico Schwager, le premier à l'avoir exploité en 1856. À cette époque-là, les ouvriers travaillaient de 12 à 16 heures par jour, et dans les galeries, on faisait travailler des enfants de 10 ans. En 1870, la famille Schwager vend les mines à la famille Cousignot, et les Cousignot se forgent une des fortunes les plus considérables d'Amérique latine. Il y a toujours un membre de la famille qui réside à Paris ou qui voyage à travers le monde. Ils sont pour leur époque ce que les magnats du pétrole sont pour la nôtre. À Santiago et à Lota, ils font construire des palais avec des matériaux transportés de France. Voilà l'album de famille, réalisé par des photographes anglais. Le dictionnaire biographique chilien dit textuellement d'Olga Cousignot: elle parlait moitié français, moitié espagnol, elle avait chassé le sanglier en Corse, et elle rendit visite à toutes les hautes personnalités européennes qui admiraient en elle ses manières exotiques. Carlos Cousignot meurt à Nice le 2 mai 1931. L'exploitation continue à travers la compagnie carbonifère de Lota Schwager. Il faudra attendre 40 ans pour qu'un acte officiel sanctionne le nouveau rapport de force entre la mine et la classe ouvrière. Le 31 décembre 1970, Salvador Allende
proclame la nationalisation du charbon. Moi, j'ai connu le temps où tout se faisait à la main, à la force des bras. Je suis venu travailler ici comme empileur. On remplissait les chariots à la pelle. Pas la pelle mécanique qu'on connaît aujourd'hui, la pelle à la main. Maintenant, la mine est moderne. Avant, elle n'était pas moderne. On forait à la main, mais il n'y avait pas de foreuse à air comprimé. On attaquait la paroi au corps à corps. La poitrine, les épaules, les hanches, tout servait. Maintenant, on travaille 6 heures. Avant, c'était 8 heures. Et encore avant 12 heures. C'est ça le progrès. Le travail n'est pas aussi brutal qu'autrefois. Bien sûr, les chariots étaient plus petits. Il fallait les remplir à la main et les pousser à la main sur 50 ou 100 mètres. Maintenant, il y a des machines pour tout. Des machines à batterie, des machines à pétrole. Il y avait tout le temps des accidents. Mais ça, on a beau améliorer la sécurité, la mine est dangereuse. Quelquefois, c'est l'ouvrier qui manque de précaution. Quelquefois, c'est le terrain qui est en mauvais état. Le plus grave, c'est les explosions dans les galeries. À San Pedro, il y a eu un grand coup de grisou. Le grisou, c'est ça qui fait le plus de mal. Il y avait une paroi, tout d'un coup le gaz est sorti, on ne sait pas d'où, et sans doute il y a eu une étincelle dans la trémie, et ça a été l'explosion. Pour la nationalisation de la mine, ça c'est quelque chose que tout le monde voulait ici. Tous les mineurs voulaient que la mine soit nationalisée. Parce que dans une mine nationalisée, les bénéfices sont réinvestis, et ça profite aux ouvriers. Vous voyez les douches par exemple, il n'y en avait pas. Maintenant, on en construit. On ne peut pas encore trop demander, parce que c'est juste le début. Et la plupart d'entre nous savent ce que c'est, parce que nous sommes fils de mineurs. Il y a aussi des gens qui sont venus de la campagne, parce que les mineurs ont toujours eu la réputation de gagner de l'argent. Alors beaucoup de gens viennent du dehors, et ils sont là depuis 10, 15, 20 ans, et ils ont des enfants, et les enfants sont mineurs à leur tour. Maintenant, on travaille 4 heures. C'est-à-dire que le temps de descendre, d'aller au poste de travail et de remonter, en tout, ça fait 8 heures. Mais le travail continue, dure 4 ou 5 heures. Pas plus. Parce que le piqueur est obligé de déblayer tout le charbon qu'il a extrait avant de changer son tour. Le travail de piqueur, personne n'en veut. C'est un sacrifié. C'est très très dangereux. Parce que souvent, le terrain est mauvais. Quand il arrive quelque chose de grave, on voit ce qu'on peut faire sur place, en bas, ou alors on envoie à l'hôpital de la mine. Sur place, on donne les premiers secours. Le plus courant, c'est les coups qu'on se donne soi-même. Les coups dans les jambes surtout, et puis les chutes. Ici, on récupère le charbon. La bande qui défile, c'est le convoyeur qui vient de la mine. On sépare le charbon des pierres et on récupère le charbon. Après, on le livre au club Lotta Schwager et c'est eux qui paient. Nous, ici,
On est tous du même bateau. On travaille 8 heures par jour, par équipe. Pero el horario es de 8 horas diarias por turno. Hay 3 turnos aquí. Cuando tu amor me entregó a los 16 cumplidos, una traición me jugó. Y estaban en la conquista cuando... Yo entré a trabajar a la mina el año 36. Moi, je suis né en 36, à Pic, Alberto, et en 49, à Schwager. 49. No, en esto de la nacionalización del carbón, hasta aquí nosotros hemos visto que ya nosotros estamos... La nationalisation, pour nous, c'est, comment dire, une nouvelle façon de penser. Nuevos pensamientos, como puedo volver a decir, estamos más mejor. L'idée qu'on sait ce qu'on veut, qu'on peut parler en confiance, qu'on est libre. Et puis ça veut dire davantage de pain pour nous et pour nos gosses. Les anciens patrons disaient que la mine était finie, qu'ils nous gardaient par charité et qu'après c'était le chômage. Et nous voyons que nous pouvons en faire quelque chose pour nous et pour l'avenir du Chili. On est en train de constituer un nouveau ministère, le ministère de la mer. Il y aura un sous-secrétariat particulier pour le port de Talcahuano. Ceux qui travaillent dans le poisson gagnent de l'argent. Ici, pour la Semaine Sainte, ils achètent le poisson à l'avance, quand il est meilleur marché, et puis ils le foutent au frigo et le ressortent au bon moment. Ils font des bénéfices fabuleux. Ceux-là, c'est les capitalistes, ceux qui ont déjà de l'argent, des camions et une clientèle. Ils partent d'ici pour Santiago avec 6 ou 8 tonnes, tous les jours. Ici, le poisson vaut 3 fois rien, mais à Santiago... Quand il y a trop de poissons, au lieu d'en donner aux autres bateaux, ils le jettent à la mer. Vous comprenez que les poissons qui sont restés dans les filets, ils ne sont plus tellement vivants. Et ici dans le port, la petite pêche, ils la foutent à l'eau pareil, alors qu'ils pourraient la donner aux gens, aux gosses. Ce qui fait que les gens de San Vicente ont le poisson tout près, chez eux, et qu'ils sont obligés de le payer avec le bénéfice des industriels. Pour les ouvriers, il ne reste que les miettes. Tout ce que je peux dire, c'est que j'espère qu'avec le nouveau gouvernement, ils l'auront dans l'os, les industriels. En avril, des élections municipales ont lieu dans tout le pays. C'est généralement à l'échelon local qu'ont lieu les affrontements, mais cette année, elles se transforment en plébiscite national sur l'unité populaire. Et le gouvernement Allende, avec plus de 50% des suffrages, remporte une victoire numériquement très supérieure à celle de l'élection présidentielle.
Pour construire un mur, apportez vos mains. Noir vos mains noires, blanc vos mains blanches. Un mur qui va jusqu'à la montagne. Jusqu'à la mer, jusqu'à l'horizon. Qui ferme le mur? La rose et l'œillet. Qui ouvre le mur? Le serpent, le sabre. Qui ferme le mur? Le cœur de l'ami. Qui ouvre le mur? Le cœur de la fleur. Également en avril, le gouvernement nationalise la Compagnie des Aciers du Pacifique, principale aciérie du Chili. Avec la nationalisation, c'est étonnant la quantité d'étrangers qu'on avait ici qui ont disparu. Ils avaient des salaires fabuleux à côté des nôtres, et de la plupart des Chiliens. Ils gagnaient 1 million par mois. Aujourd'hui, c'est nous qui avons leur place. On n'a pas leur salaire. Je suis arrivé ici en 51. Il n'y avait que des chefs américains, rien d'autre. Mais il paraît qu'on les payait pour pas grand-chose. Ils ne savaient rien, ils ne comprenaient rien. Il y avait des fournées entières qui allaient au rebut et qui se perdaient. Maintenant, le gouvernement se préoccupe de construire des usines neuves et de faire cesser le chômage. Depuis qu'il y a ce gouvernement, le chômage est tombé de 8 à 4%. Et si ça continue comme ça va drôlement s'améliorer. On a d'ailleurs un exemple concret, c'est celui des mines de charbon. Chaque fois qu'on présentait une pétition à ces messieurs Cousiño, ils répondaient qu'il n'y avait plus de filons et que comme ça, les mines allaient être paralysées. Et puis, ce gouvernement arrive, les mines passent à l'État, et voilà, pas qu'on trouve des filons et que la production double. C'est tout de même bizarre, vous trouvez pas? Ici, on a intérêt à faire attention à ce qu'on fait. Et puis aussi à ce qui peut vous tomber dessus, parce qu'il y a des gens qui travaillent en haut. Et il peut tomber toutes sortes de choses, des briques. Le casque est tout à fait indispensable. Il y a les cerceaux qui prennent feu. Et il nous est arrivé d'avoir 13, 14 accidentés d'un coup. Il y a aussi la chaleur qui nous roussit les poils et qui nous fait fondre la cire des oreilles. Don Arturo Prat Chacón, héros chilien du siècle dernier, fils de Don Agustín Prat et de Doña Rosario Chacón, naquit à la Hacienda de Puñual, près du village de Lingüe, province de Ñuble, le 3 avril 1848. Fit ses études primaires à Santiago et entra en 1858 à l'école navale de Valparaíso. Il obtint très vite le grade de midship pendant la guerre contre l'Espagne. Il se distingua dans les combats de Papudo et d'Aptao. Sans abandonner sa carrière de marin, il se fit avocat et en 1875, il était commandant en second de la corvette Esmeralda. À l'aube du 21 mai 1879, la vigie de la Covadonga cria à plein poumon « Fumée au nord !»
Il s'agissait des deux cuirassés les plus puissants de la flotte péruvienne, le Huáscar et l'Independencia. Don Arturo Prat Chacón est rochigna du siècle dernier, fils de Don Agustín Prat et Doña Roselia Chacón, naquit à l'hacienda de Plunoir, près du village de Lingue, province de Ñuble, le 3 avril 1848, fit ses études primaires à Santiago et entra en 1858 à l'école navale de Valparaíso. Il obtint très vite le grade de midship pendant la guerre contre l'Espagne et il se distingua dans les combats de Papudo et d'Aptao. Sans abandonner sa carrière de marin, il se fit avocat. En 1875, il était commandant en second de la corvette Esmeralda. Le combat commença à 8h30. L'Esmeralda combattait entre deux feux, ceux du Huáscar et ceux des batteries du port. Pendant plus de 2 heures, l'Esmeralda résista au feu croisé. Finalement, le commandant péruvien Grau décida d'éperonner l'Esmeralda. Dès le premier choc, Arturo Prat cria à l'abordage les gars et sauta l'épée à la main sur le pont ennemi, suivi du sergent Aldea et d'un autre marin qui tombèrent tous les deux criblés de balles. Au deuxième coup d'éperon, le lieutenant Serrano bondit avec 2 hommes et ils tombèrent morts. On ne sait pas le nom des hommes parce que c'était des hommes. Sur l'Esmeralda, le lieutenant lui souriait et combattait, mais au 3e coup d'éperon, la corvette coula. Le midship Ernesto Riquelme tira le dernier coup de canon en criant « Vive le Chili !» Et des 180 hommes que commandait Arturo Prat, il en mourut 120. Voilà l'histoire d'Arturo Prat. Concitoyens, en 6 mois de gouvernement, nous avons agi sur tous les fronts. Nous avons incorporé à la propriété sociale plusieurs entreprises, parmi lesquelles les textiles Bella Vista Tom, Fiat et Fabrilana. Nous avons réquisitionné les usines Yarur parce que l'approvisionnement du pays était menacé. Vous voyez ces monuments? Eh bien, ils ont été construits avec notre argent. On nous le prélevait sur la paye, comme ça. Je crois bien que c'était 30 pesos qu'on nous prélevait. Je me souviens d'un camarade qui n'était pas content qu'on lui pique 30 pesos. Alors il va voir le chef du personnel et lui dit que son argent n'était pas fait pour lui payer des monuments quand il n'en avait même pas assez pour manger. Et qu'on lui rende l'argent. Ça, on lui a rendu l'argent et ça lui a coûté sa place. Ils sont payés un monument avec notre argent. On y a tous été de notre contribution sans le faire exprès. Je me souviens, un jour j'avais 17 ans. Je passe devant le monument de Don Juan Yarur et je tombe sur monsieur le chef du personnel. Et il me dit, « Salut petit gars, as-tu salué le patron ?»« Non monsieur, je lui ai dit. » Et il a fallu que je retourne et que je salue la statue et que je dise, « Bonjour Don Juan ». Sans ça, il m'aurait viré. Don Amador Yarur avait une brigade de choc, une vraie police qui était là pour nous surveiller, surtout ceux qui avaient des tendances politiques ou qui étaient dans l'unité populaire. Nous, les communistes, par exemple, on était persécutés. Et les camarades socialistes, la même chose. Ici, dans l'industrie, il y avait une persécution continuelle. Les travailleurs n'étaient pas divisés. C'est eux qui nous divisaient, en rouge et en jaune. Pendant la grève de 62, ils en ont envoyé 1000 ou 2000 de nos camarades.
compañeros que despidieron la huelga del 62. Yarur tiene todas las características de una gran empresa monopólica. Le ministre de l'économie, Pedro Vuskovic, explique la nationalisation du Yarur, grand trust du textile, une sorte de Rhône-Poulenc chilien. Yarur a toutes les caractéristiques d'une entreprise à monopole. Un grand nombre de petits et moyens producteurs dépendent du Yarur pour leur ravitaillement en matières premières. Yarur, etc. De manera que en primer lugar hay detrás de esto una decisión política. Et c'est une décision politique de l'unité populaire. Toute entreprise ayant ce caractère de monopole dans un secteur important de l'économie nationale doit passer dans le secteur de la propriété sociale. Je suis depuis 22 ans dans l'industrie. Et il y a 14 ans, j'ai eu un accident. Et j'attends toujours une aide quelconque de l'usine. J'ai plein de fractures dans le corps et 3 opérations. Une à l'estomac, une à la clavicule et la troisième qui m'a laissé le bras tout tordu. También han encontrado muchos autos, como 8 autos. Entonces todos esos autos tienen que ser vendidos para que compren micro. Porque incluso ahora están pagando... On a trouvé plein de trucs chez Yarur. 8 voitures. Il ferait mieux de les vendre et d'acheter des minibus, parce que les cars, ils tombent toujours en panne et on n'a plus qu'à marcher. Toda la gente queda a pie. Así que preferible que compren micro en vez de tener esos autos guardados. Une Mercedes-Benz, ça vaut 600 millions de pesos, 12 000 $, le prix de 5 ou 6 voitures normales. Maintenant, elles sont toutes réquisitionnées. En este momento hay 228 cajas con 2.688 botellas. On a trouvé aussi 228 caisses qui contenaient 2688 bouteilles emballées et 43 qui ne l'étaient pas. 1700 caisses de thé de plusieurs marques. Du whisky d'importation. Et 1500 bouteilles de champagne qui devaient être offertes comme cadeau à des gens utiles. Que ellos estimaban conveniente. En consecuencia, el gobierno procedió a requisar la empresa con la finalidad de... Le gouvernement a réquisitionné l'entreprise dans un but principal et immédiat, améliorer l'approvisionnement de la population. Ese fue el origen de la disposición. La Cour des comptes a étudié le rapport de la direction de l'industrie et du commerce et la disposition a tout de suite été appliquée. Quand je suis arrivé dans cette usine, on m'a fait jurer devant une tête de mort. Il y avait là un certain monsieur Rosas qui faisait office de curé et 10 camarades pour assister. Je portais encore des pantalons courts sur la blouse de travail. J'avais honte, parce que j'étais en train de jurer une chose que je ne croyais pas. Le serment de la tête de mort consistait à jurer devant un crucifix, une tête de mort, une Bible, un drapeau chilien et un drap noir. Il fallait jurer obéissance au patron, jurer d'être loyal, de ne pas le trahir, toutes sortes de choses bizarres. Des choses avec lesquelles je n'étais pas d'accord, c'est pour ça que je ne m'en souviens pas bien. Le 29 mai, ce sont les mines de salpêtre qui sont nationalisées. Si la valeur du salpêtre sur le marché mondial a diminué, il demeure une ressource importante pour l'industrie chimique. Entièrement abandonnée à l'origine à des compagnies britanniques par une classe dirigeante qui se contentait du produit des taxes, puis à demi contrôlée par une compagnie américaine, le salpêtre est aujourd'hui totalement chilien. Aquí estamos haciendo el esfuerzo para el millón de toneladas. En réalité, camarades, l'effort que nous faisons là, c'est pour atteindre le 1 million de tonnes. Todos los compañeros trabajadores, porque todos somos compañeros aquí. Ça concerne tous les travailleurs, tous les camarades travailleurs, parce qu'ici on est tous des camarades. De faire cet effort-là pour produire, pour consacrer tout notre temps à produire ce 1 million de tonnes. Parce que c'est un engagement personnel que nous avons pris avec le camarade Allende. Es un compromiso que tenemos con el compañero Salvador Allende. Des conditions de travail remarquables. Il y a une équipe technique chilienne tout à fait remarquable sur le plan de la prise de vue. Tout cela n'arrête pas la vie intellectuelle de la capitale, où les visiteurs étrangers les plus prestigieux sont accueillis comme il se doit. Une conversation culturelle à Santiago du Chili est plus facile à suivre qu'un entretien sur les nationalisations.
On y reconnaît des titres de films. Un homme et une femme. À bout de souffle. On reconnaît aussi les adjectifs. Fascinant. Incroyable. Fantastique. Minutos después de conocidos los detalles del atentado criminal contra el exministro Pérez Osujovic, se inició... Mais le même jour, la radio annonce l'assassinat d'un ancien ministre de la démocratie chrétienne, Edmundo Pérez Osujovic. En minutos más enviaré al Congreso Nacional un proyecto de ley que establece el procedimiento... Les auteurs de l'attentat sont les membres d'un groupe d'ultra-gauche, l'avant-garde organisée du peuple. Personne ne peut honnêtement penser qu'ils aient la plus lointaine relation avec l'unité populaire, mais la droite, qui avait perdu l'initiative politique après l'assassinat de Schneider, saute sur l'occasion de la reprendre. No es un mero hecho policial, y no podemos creer, ni remotamente, que los autores tengan alguna afinidad con quienes dirigen al país. La centrale unifiée des travailleurs appelle ses adhérents à maintenir une vigilance constante dans les locaux syndicaux et dans les lieux de travail. Ils contrôlent tout, ils n'ont pas le droit. La seule chaîne de télévision regardable, c'est la 13. C'est celle de l'université catholique. Ça nous a fait tellement froid dans le dos, on ne sait plus quoi dire. Maintenant, au Chili, personne ne voudra accepter une charge publique. Moi, je n'ai pas d'opinion, j'ai des sentiments. Au cimetière même, les propos recueillis par l'équipe de tournage témoignent du changement de ton chez les réactionnaires, ceux qu'on appelle au Chili les momios, les momifiés. On recueille la haine qu'on a semée pendant les élections, dit quelqu'un. Cet assassinat est la chose la plus lâche et la plus sordide qu'on ait faite ici, dit un autre, dont on voudrait être sûr qu'il s'indigne aussi fort lorsque les propriétaires du Sud abattent les Mapuches qui occupaient leurs terres. Mais l'amalgame fonctionne à plein. C'est une tragédie pour le pays tout entier. Un retour vers la barbarie. Bref, comme il est de règle, toute une classe qui a légitimé sa propre violence jusqu'à ne plus la reconnaître découvre la violence et la juge à partir du moment où elle s'exerce contre elle. Si no, sería un lamentable retroceso hacia la barbarie. Le 11 juillet, jour de la dignité nationale, le président Allende annonce la nationalisation du cuivre. Peuple chilien, c'est aujourd'hui le jour de la dignité nationale, ainsi que le jour de la solidarité. Car le Chili rompt avec le passé et prend le chemin définitif de l'indépendance économique.
de su independencia económica. Nous pouvons dire ici, à notre héros national, O'Higgins, au père de la patrie, que le peuple est en train de gagner cette bataille, la bataille de l'indépendance et de la dignité nationale. El que gana esta batalla, la batalla de la independencia y la dignidad nacional. Le même jour, le Congrès approuve la nationalisation. Les députés de droite mènent leur combat d'arrière-garde avec toutes les ressources du juridisme et de l'alarmisme. Il s'agit là d'une discrimination inique et monstrueuse. Nous affirmons que la nationalisation n'est possible que sous la forme d'une entente avec le propriétaire ou en se soumettant aux règles de l'expropriation. Un nouvel additif introduit dans le paragraphe 10 de l'article 10 fait que l'État pourra, au moyen d'une loi, modifier ou abolir les contrats par sa seule volonté. Ainsi, un contrat justifié au moment où il est conclu pourrait devenir, avec le temps, nuisible à l'État. Il pourrait devenir la source de privilèges démesurés. Nous sommes partisans d'une solution intermédiaire que j'ai proposée avec insistance à la Commission. Monsieur le Président, la démocratie radicale n'a que quelques minutes pour donner son avis sur cet acte solennel qui est un projet de loi modifiant la Constitution. Or, le désordre qui règne dans le monde du travail est de notoriété publique. De nouveaux organismes de type soviétique, comme les comités de production ou de vigilance, ont été superposés à l'autorité syndicale. Et le résultat de tout cela, c'est l'anarchie. Dans la mine del Teniente, les nouveaux ouvrages ont été inaugurés avec une promesse formelle de 280 000 tonnes de cuivre. Je crois que tous les Chiliens sont d'accord là-dessus. L'important, c'est que les richesses du Chili profitent au Chili, pas à d'autres pays. Moi, je suis d'accord avec la nationalisation du cuivre de Chuquicamata. Et je suis d'accord pour qu'on travaille comme on a décidé de travailler et qu'on coopère avec le gouvernement. C'est ça qui sera le plus agréable pour moi. Et ça, je le dis en mon nom et au nom de tous les travailleurs de Chuqui. C'est une grande victoire pour la nation. On était sous la coupe des Américains et c'était pas bien. Au contraire, tout allait mal. Maintenant, il y a un avenir. Bien sûr, il y a des tas de choses à faire, mais ce que nous allons réaliser, c'est ce que tout le monde espère ici. Vous voulez savoir ce que je pense de la nationalisation? C'est bien ça. Eh bien, la nationalisation du cuivre, je trouve que c'est très bien. C'est une grande chose que le camarade Allende a fait là pour le pays. C'est nous qui allons bénéficier maintenant de la richesse du cuivre. Et on ne répétera jamais assez que c'est un bénéfice pour tout le monde. Nos femmes en bénéficieront, à nous, qui sommes mariés. Mais les célibataires aussi en bénéficieront. Enfin, tout le monde, tous les Chiliens. Et le problème, c'est de continuer à travailler normalement et de produire davantage. Mais en plus, ça va être un grand événement pour toute l'Amérique latine, parce que certains pays, suivez mon regard, certains pays d'Amérique latine vont commencer à se rendre compte que le Chili est en train de devenir propriétaire de ses richesses, et c'est une situation qui peut faire penser. Nous sommes d'accord, nous sommes des travailleurs. Et ce qu'il faut, c'est prendre les choses en main et éviter de tout foutre en l'air. Bueno, yo opino de la nacionalización, es algo grandioso que se ha hecho aquí en Chile. C'est une chose grandiose. Mais maintenant que le gouvernement a fait ce premier pas, il faut qu'il s'occupe aussi des travailleurs. Ce n'est pas que nous nous méfions du gouvernement. Mais enfin, le cuivre, c'est nous qui nous le cognons, comme on dit. Alors nous tiendrons parole, mais que le gouvernement aussi tienne parole. La nationalisation, c'est pour tout le monde ici une réalité, quelque chose qui correspond à l'idée de tout le monde.
parce que nos richesses étaient entre les mains des étrangers. Et ce que le gouvernement a fait, c'est une reconquête. Et ce que nous espérons, c'est que du côté du gouvernement comme du côté des travailleurs, on soit à la hauteur de cette réalité. Il faut dire la vérité. Et la vérité, c'est que le travailleur était conditionné par le système capitaliste. Il ne pensait qu'à l'argent qui rentrait dans sa poche tous les jours. Tout ce qui lui importait, c'était de gagner davantage. En ce moment, la mentalité du travailleur est en train de changer, parce qu'il sait que ce qu'il produit maintenant profite au Chili et aux travailleurs chiliens eux-mêmes. C'est bien la nationalisation, parce que c'est une ressource chilienne nette. Moi, je ne sais ni lire ni écrire. Évidemment que c'est bien. L'immense majorité des gens interrogés se prononce pour la nationalisation du cuivre. Et sans doute est-ce une des mesures les plus populaires prises par le gouvernement. Car le cuivre, qui représente à peu près 80% des ressources en devises du Chili, s'est converti en symbole de ces richesses nationales traditionnellement pillées par les impérialismes étrangers. Les Chiliens ressentent bien et expriment que le sous-développement qui les a paralysés n'est pas le produit d'une fatalité historique, mais d'un partage du monde entre pays asservis, fournisseurs de matières premières, et pays asservisseurs qui exploitent et transforment, sans même d'ailleurs payer honnêtement ceux qu'ils exploitent. Les 600 millions de bénéfices non réinvestis des compagnies américaines que touche la nationalisation du cuivre sont un exemple spectaculaire de ce pillage. Et on a calculé qu'en 60 ans de l'ère capitaliste, les 4 plus grands monopoles américains établis au Chili avaient retiré un bénéfice égal au produit national chilien accumulé depuis la conquête espagnole. L'économiste qui a fait ce calcul concluait « Ils ont emporté avec eux un Chili tout entier ». Sí. ¿Qué opina usted de ello? Bueno, la nationalisation del cobre. La nationalisation, bon Dieu que c'est difficile à prononcer, c'est une chose qui aurait dû être faite à l'époque de l'indépendance. Parce qu'enfin, ce cuivre, il était déjà là, au Chili. Il était dans la terre chilienne. Pourquoi fallait-il l'exploiter avec des étrangers? C'est une question que je me pose. Ça n'avait pas de raison. Nous sommes aussi capables que les autres. Et moi, je suis on ne peut plus d'accord. Ça va rapporter des tas de devises au pays. Ça va donner un grand pourcentage d'activité et de finances au pays. Moi, je suis musicien. Je joue dans le style populaire, comme on dit. Mais pas yéyé, ça non. J'aime pas. J'aime mieux le mélodique, le sentimental. Mais pour dire la vérité, je m'adapte au public. Il me demande du mexicain, je lui donne du mexicain. C'est pas que j'aime tellement la musique mexicaine, mais puisqu'on me demande, je joue. Le 3 juillet, tous les militants démocrates chrétiens de l'île Juan Fernandez, l'île même de Robinson Crusoe, abandonnent leur parti qui commence à pratiquer la candidature unique avec les députés d'extrême droite. Le 18 juillet, l'Alliance Parti national démocratie chrétienne l'emporte sur l'unité populaire à Valparaiso. 10 jours plus tard, 7 députés démocrates chrétiens font scission et forment l'embryon du mouvement de la gauche chrétienne qui adopte le programme de l'unité populaire. Le député Bosco Parra. Nous avons cessé d'être démocrates chrétiens quand il nous est apparu évident que la démocratie chrétienne actuelle n'était pas capable d'assumer les tâches d'unité nationale et de politique populaire qu'elle revendiquait pendant la campagne électorale. Le député Luis Maera. Il y a un seul socialisme digne de ce nom, celui qui construit une société où le pouvoir passe des mains des capitalistes aux mains des travailleurs. Les chrétiens en tant que tels n'ont pas encore été capables de proposer une variante de socialisme différente du socialisme des marxistes.
los marxistas, por ejemplo. La organización de izquierda cristiana que hoy día nace, lo hace, como decíamos, impulsada por la historia, lo hace desentrañando el sentido de justicia que tiene tanta sangre derramada en tanta sangre. L'organisation de la gauche chrétienne qui vient de naître est née sous l'impulsion de l'histoire. Elle se fonde sur la notion de justice pour laquelle tant de sang a été répandu. Elle s'exprime dans les décisions des travailleurs, qui trouvent dans nos manifestes une réponse à leurs exigences. C'est avec élan, force et joie que nous apprenons au peuple chilien que la révolution a trouvé une nouvelle arme généreuse, que la révolution compte maintenant avec l'organisation de la gauche chrétienne. Con la organización de izquierda cristiana. ¡Viva nuestra organización! ¡Viva Chile! ¡Viva la revolución chilena! La réforme agraire de la démocratie chrétienne avait consisté à créer une nouvelle classe de petits propriétaires à la place des grands, sans rien changer à la condition de la majorité des paysans pauvres. L'unité populaire, tout en continuant les expropriations des latifundistes, crée les centres de réforme agraire, organismes collectifs gérés par les paysans eux-mêmes. La remise des propriétés dépassant 80 hectares irrigables donne lieu à une cérémonie. Don Lorenzo Aste remet à la Corporation de réforme agraire le domaine de Santa Josefina, département de Melipilla, province de Santiago. La lecture que je viens de vous faire signifie qu'à partir de maintenant, le domaine devient la propriété de la corporation, c'est-à-dire la propriété des paysans, en vertu de la remise que vient d'en faire le précédent propriétaire, Don Lorenzo Aste. Il s'est établi une coutume ces derniers temps, de donner la parole au propriétaire pour qu'il vous dise quelque chose. Al propietario para que converse algo con ustedes. Et l'ex-propriétaire dit quelque chose. ¿Está bien así, más fuerte? Ahí. Colaboradores agrícolas. Collaborateurs agricoles de ce domaine. No voy a decir que esté muy contento. Je ne vais pas vous dire que je suis content de vous donner une chose que j'ai créée, ce ne serait pas vrai. Mais malheureusement, vous êtes les responsables de cette réforme. Moi, je n'en voulais pas. Je ne vais pas vous dire que je suis content de cette façon de vous donner le domaine. Mais comme je voyais des difficultés, j'ai décidé d'accepter. J'espère seulement que la production se maintiendra, si possible. A continuación, en representación de todos los compañeros campesinos de este predio, vamos a ofrecer... La parole est maintenant aux représentants de tous les paysans du domaine, élus par eux à la direction du comité. Compañero Pedro Martínez. La chose qui compte le plus, camarades, c'est l'unité. Nous avons à travailler ensemble, à lutter ensemble, et maintenant nous entrons ensemble dans une nouvelle étape. La réaction des latifundistes n'est plus la même qu'au début. Ils sentent souffler le vent de l'histoire. Ils sont une classe en décadence. Même la démocratie chrétienne le savait, qui voulait les remplacer par un capitalisme agricole moderne. Ce qui se crée ici n'est pas encore le socialisme, mais c'est déjà autre chose. Avant, c'était le régime des asentamientos. Il y avait un chef de famille. C'était le seul qui pouvait faire quelque chose. Personne d'autre n'avait la parole. Aujourd'hui, tous les camarades sont là, avec des droits égaux. Et c'est le seul moyen de faire avancer une véritable réforme agraire. C'est à nous tous de nous unir, de faire l'unité sur le domaine et même sur plusieurs domaines réunis par nous. C'est à nous de coopérer du mieux que nous pouvons pour réussir quelque chose qui fasse progresser la distribution au plan national. Parce que le plus préoccupant en ce moment pour le pays, c'est la pénurie d'aliments. Le 18 septembre 1810, le premier gouvernement national chilien est proclamé. C'est le premier pas d'une indépendance toujours fêtée, le 18 septembre, mais jamais comme cette année. Dans le vacarme de la fête, une ouvrière chilienne parle.
Elle dit il y a 35 ans que mon syndicat luttait pour quelque chose que le camarade Allende a rendu possible. Elle dit je pense à tous mes camarades qui sont morts dans la rue. 35 ans de lutte, et voilà que c'est arrivé. Il y a 12 ans qu'on ne faisait plus la fête ici, dans le parc. Mais le camarade Allende, c'est une vraie merveille. Parce que pour lui, nous, le peuple, les travailleurs, nous sommes des personnes honorables. Alors je souhaite que le camarade Allende, il passe un bon 18 septembre avec Madame Allende et les enfants. Et pour nous, ça va très bien aussi, merci. Et mes bons voeux à tout le monde. Excelencia, la mano, su excelencia, compañero. Compañero, la mano. Cuidado, cuidado, no empujen, no empujen. Cuidado con el cabrito, chico. Por el suelo. Le 4 novembre, le gouvernement populaire fête sa première année d'existence. À cette occasion, le président Allende annonce la visite imminente au Chili du Premier ministre de Cuba, Fidel Castro.
Ceux qui sont le mieux placés pour évaluer l'importance de cette rencontre entre la révolution cubaine et la révolution chilienne, je crois bien que ce sont les impérialistes. Parce qu'ils ont tout fait, tout pour séparer nos peuples, pour les diviser, pour rompre les liens qui les unissaient. Et qu'avons-nous maintenant? Un lien révolutionnaire, un objectif commun, un lien affectif. Et ce que nous voyons chez les Chiliens, en quoi est-ce différent des Cubains? Quelle différence y a-t-il entre les Cubains et les Chiliens? Si le président Allende va à Cuba, il y trouvera le même spectacle qu'ici, des gens semblables, exactement semblables. Il y a là un symbole d'une importance extraordinaire, aucun doute là-dessus. Comme nous sommes un peu les protagonistes de tout ceci, ce n'est pas à nous de souligner la valeur historique de cet instant. Mais si je me place d'un point de vue révolutionnaire, qui a déterminé tout cela? Est-ce le camarade Allende? Est-ce moi? Non. Ce sont les masses qui l'ont déterminé, ce sont les masses qui l'ont fait. Les impérialistes ont essayé d'enterrer la révolution dans une campagne sans fin de mensonges et de calomnies. Mais à quoi sont-ils arrivés avec tout ça? Avec tous leurs bureaux d'information, tous les livres qu'ils ont écrits, les films qu'ils ont faits, les nouvelles qu'ils ont fabriquées pour semer la confusion. Et qu'ont-ils obtenu? Je voudrais vraiment qu'on fasse un film de tout cela. C'est fait. Et qu'on l'envoie à Nixon. Vous avez vu que j'ai parcouru 40 kilomètres avec le camarade Allende au milieu d'une foule énorme. Si nous avions tenu compte des menaces des impérialistes et de leurs trucs à faire peur, qu'aurions-nous fait? Nous aurions pris une voiture blindée? Mais nous n'étions pas dans une voiture blindée. Nous étions dans une voiture décapotable, sans code de maille ni rien de ce genre. Même pas un maillot de corps. Parce que la seule chose dont j'avais peur, c'était de ne pas savoir la température qu'il ferait ici. On m'avait dit qu'il faisait 26 degrés. J'ai pensé que j'allais retirer et j'ai enlevé mon maillot de corps. Mais dans l'avion, il faisait plus froid et j'étais un peu enrhumé. Ça m'a bien préoccupé. Parce que déjà à Londres, j'avais appris par les journaux que j'étais malade. Et quand j'ai lu dans un câble que c'était grave, j'ai failli en perdre le sommeil. Commentaire recueilli sur la visite de Fidel. On l'adore. Une personnalité extraordinaire, qui est encore très jeune. On a envie de le connaître. C'est un succès pour les travailleurs qui soient là. C'est un grand encouragement pour le peuple, parce que nous ferons la démonstration qu'ici nous avons fait une révolution pacifique. Il est tout à fait sympathique et aimable. Beaucoup de classe, ce monsieur. Les yeux verts et bruns, agréables. Tel qu'il est, il me plaît. On ne pensait pas qu'il viendrait jusqu'ici. Nous en sommes très fiers. Maintenant, 2 étoiles vont briller ensemble, celle du Chili et celle de Cuba. En un mot, il est formidable. Si quelque chose a une valeur symbolique, c'est bien l'attitude du peuple chilien. Car il est vrai que nous avons souffert, que nous avons ressenti dans notre chair toutes les agressions,
les injustices et les persécutions de l'impérialisme. Et nous continuons à souffrir quand nous voyons les peuples frères, notre peuple frère du Chili, calomnié par toutes ces campagnes de mensonges et par toutes ces choses incroyables avec lesquelles on veut déformer l'image de la révolution. Quant au problème de Cuba, comment Cuba n'aurait-elle pas de problème? Si un éléphant tombe sur le dos d'une fourmi, il est logique que la fourmi ait quelques problèmes. Si l'éléphant pose le pied sur la fourmi ne peut pas avancer avec ce pied sur elle, non? Tel a été le principe misérable de l'impérialisme à notre égard, telle est la vérité. Et le mensonge, c'était de dire, méchante fourmi, il faut lui laisser un pied dessus. Et d'ailleurs, mon pied ne suffit pas. Il faut que d'autres éléphants viennent mettre leur pied dessus. Ou même que d'autres fourmis viennent mettre leur pied sur cette fourmi. C'est cela qu'on disait aux autres pays latino-américains. Venez mettre aussi votre pied sur Cuba. Pourtant, qu'a démontré cette rencontre entre nos peuples au bout de tant d'années? Qu'est-ce qui est plus puissant que le mensonge, plus fort que l'injustice, plus solide que toute cette honte? C'est le sentiment des peuples, c'est l'instinct des peuples. Et si les Chiliens ont donné ces preuves d'estime à Cuba, croyez-vous que ce soit grâce à des tonnes et des tonnes de propagande? Non, car s'ils ont su des tonnes et des tonnes de propagande, c'était contre Cuba. Et que s'est-il passé? Ceci. Cet incroyable essaim humain, cette fourmilière humaine. Et cette fourmilière-là, aucun éléphant ne pourra mettre le pied dessus. Je suis très fier de recevoir la visite du commandant Fidel Castro, d'autant plus que moi aussi, je m'appelle Castro, Roberto Castro. Para nosotros la visita de Fidel Castro, lo más grato de tenerlo acá en Chile. Y además, para nosotros grato los mineros de Chile. Pour nous, les mineurs de Schwager, c'est une grande chose d'accueillir Fidel Castro au Chili. Parce que nous n'oublions pas qu'il a été le premier à penser à nous, en 60, quand il a envoyé ce bateau de sucre au Chili. C'est pour ça que c'est une grande satisfaction de le recevoir ici, dans le pays du charbon. Del año 1960, cuando tuvimos 3 meses. C'était la grève de 1960. Elle a duré 3 mois. Et il a fait une donation de sucre directement ici, à la mine. Et nous avons tous reçu une portion de sucre au moment où c'était le plus nécessaire. À cause de ça, la visite de Fidel a une signification profonde pour tous les mineurs de charbon. ¡No le diga nada, Fidel! ¡Fidel! ¡Buena, Fidel! Ya no... ¡Qué sereno! No lo oyen, hombre. No diga más. ¡Fidel! Camarades de Lota et de Coronel, vous devez m'excuser si je suis bref. Mais je dois tenir compte du temps, du programme et surtout de ma voix. C'est un train. Hay un esquinazo para el primer ministro cubano Fidel Castro, un conjunto folclórico.
La politisation de la jeunesse prend beaucoup de formes. Un certain pouvoir jeune, à travers des slogans apparemment très mai 68, du genre « Papa, je ne veux pas devenir comme toi », s'organise en mystérieuse communauté de combat, d'essence plus fascisante que gauchiste. La véritable extrême gauche est très méfiante à l'égard de ce mouvement silo, dont les dirigeants se réclament confusément de Gurdjieff et dont la manipulation par l'adversaire est plus que probable. Mais à chacun ses thèmes. Si les papas sont une cible offerte aux enfants, les mamans sont attaquées sur un terrain plus classique, celui du ravitaillement. Le désapprovisionnement total, ce gouvernement, un désastre. Je suis désespérée. La situation empire tous les jours. Ah, c'est terrifiant, terrifiant. Trouver du jambon devient aussi difficile que de gagner une indulgence. C'est incroyable, il n'y a plus rien. Il me manque la moitié des choses dont j'ai besoin. Dans 2 ou 3 mois, on n'aura plus rien à manger. On ne trouve plus rien. Et d'ailleurs, tout ce qu'on trouve va être bientôt épuisé. Et alors, vous verrez. Ce qui manque, tout. L'huile. Bon, ici, c'est une exception, il y a de tout. Ah, vous trouvez qu'il ne manque pas tellement de choses, vraiment? Attendez, attendez. Le plus impressionnant, c'est le yaourt. Mon mari a un calcul au rein. Je viens à toute vitesse pour lui rapporter un yaourt et une serviette de table. Eh bien, on ne trouve plus rien, ni à acheter, ni à manger. La campagne contre le désapprovisionnement atteindra son apogée le 2 décembre. Ce jour-là, on assiste au spectacle surréaliste de 5000 dames de la meilleure société chilienne, découvrant à leur tour les joies de la manifestation dans la rue et reprenant à leur compte, apparemment sans gêne aucune, le slogan traditionnel des foules de paysans affamés, « Du pain, nous voulons du pain ». La manifestation était cocasse. Ses suites sont plus graves. Des groupes de manifestants armés de gourdins parcourent Santiago, jettent des pierres contre le siège des jeunesses communistes et un local du Parti radical. Ils essaient de mettre le feu à un collège universitaire et se battent avec les ouvriers qui construisent la salle de conférence des Nations Unies pour le développement. Des incidents violents éclatent dans le quartier de Providencia. Un groupe envahit le domicile du ministre de la Santé. Quelques jours plus tard, on lance des pierres sur la voiture du ministre de l'Intérieur et sur celle du président Allende. La bourgeoisie est en train de relever la tête, mais ce faisant, elle la montre.